La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle de rencontres intitulé « Le théâtre, une invention de l'Europe », la BNF accueille les metteurs en scène Stéphane Braunschweig et Célie Poth. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Bibliothèque nationale de France pour ce quatrième et dernier débat du cycle « Le théâtre, une invention de l'Europe », conçu et animé par Georges Banu et moi-même. Pour ce dernier rendez-vous, nous avons intitulé le débat « L'Europe, le théâtre en partage, répertoire d'hier et d'aujourd'hui ». Nous allons explorer ce thème avec nos deux invités, Célie Poth et Stéphane Braunschweig, que nous remercions très vivement d'être avec nous ce soir. D'une part parce qu'ils ont fait le voyage jusqu'à la BNF, qu'ils ont quitté leur théâtre, qui sont parfois dans des situations mouvementées, n'est-ce pas Stéphane, que Célie est venue de Besançon pour nous rejoindre, et que bien que nous soyons en ligne, c'est mieux et agréable de pouvoir débattre en chair et en os. Donc merci vraiment très sincèrement à vous deux. Peut-être je vais présenter, on va en duo comme à chaque fois présenter nos invités. Célie, on est vraiment très heureux de vous accueillir ici. D'abord, on peut peut-être dire un mot qu'on est au lendemain de la journée de la femme, et on est très content qu'il y ait des femmes qui dirigent des théâtres en France. Elles ne sont pas si nombreuses, et donc on souhaite qu'il y en ait plus. Et donc on est très content que vous dirigiez le Centre dramatique national de Besançon depuis 2013, si je ne me trompe pas. Vous êtes metteuse en scène, devrais-je dire. Vous êtes metteuse en scène, vous avez travaillé avec beaucoup de metteurs en scène dans un premier temps, comme Nichet, comme Ludovic Lagarde, comme Stéphane Braunschweig, avec l'assistanat que vous avez fait pour Tartuffe. Mais vous avez aussi rapidement volé de vos propres ailes en faisant des mises en scène d'auteurs européens, mais aussi au-delà, des auteurs classiques et plus contemporains. Je pense à Heiner Müller, je pense à Thomas Bernhard, je pense à Henry James, Racine, plus près de nous, Shakespeare. Peut-être qu'on parlera d'Antoine et Cléopâtre, que vous préparé, et qui devait être joué à l'Odéon. Vous avez aussi été artiste invité au Théâtre de la Colline, ce qui marque bien votre lien avec aussi le théâtre contemporain. Et j'aimerais ajouter aussi l'importance que vous accordez à la transmission et à la pédagogie, puisque vous avez dans différentes écoles, l'ENSAT ou l'ERAC, enseigné, et évidemment cette question de la transmission est importante pour nous dans ce débat, où la question de la transmission d'un répertoire et de la manière dont chaque génération s'en empare est un élément très, très important. Donc merci beaucoup d'être parmi nous. Et je laisse la parole à Georges pour présenter Stéphane. Oui, quand on ne connaît pas la personne, c'est beaucoup plus simple. Quand on la connaît, c'est plus difficile. Moi, je me souviens, une des premières rencontres, c'est quand Stéphane, qui voyageait entre l'école normale et Censier où j'enseignais, il était dans une salle de cours. Et même maintenant, je m'en veux. C'est la seule fois où je le dis. Tu m'as proposé d'aller voir un spectacle quelque part en banlieue, c'est à Horvat, je pense, et ça remonte loin, et moi j'ai pas pu, et donc c'est un peu une sorte de culpabilité initiale qui a été ensuite en quelque sorte cicatrisée. Je pense aussi que ce qu'on peut dire, c'est que Stéphane s'est inscrit dans la lignée d'un grand metteur en scène dont j'ai partagé l'aventure à Chaillot, Antoine Vitesse, et qu'il y a une filiation de la mise en scène française de Vitesse à Stéphane, que lui, il a travaillé dans des situations diverses, en compagnie, ensuite directeur du Théâtre national de Strasbourg, qu'il a
magnifiquement mis en valeur par les textes et par des collaborations avec des artistes allemands. Je trouve que le théâtre le TNS à l'époque, il avait trouvé un équilibre qu'il n'avait pas depuis longtemps avant son arrivée. Ensuite, il s'est imposé comme directeur du théâtre de la Colline et maintenant comme directeur du théâtre de l'Odéon. Et je crois que l'Odéon, c'est la place qui lui convient le mieux parce que c'est un lieu de réflexion sur la modernité et sur la mémoire. Donc Stéphane a signé des mises en scène remarquables que j'ai vues. Certaines sont heureusement enregistrée, une autre qui était un chef-d'œuvre, malheureusement, je la garde moi, ma mémoire, le Conte d'hiver, mais le Conte d'hiver s'est évanoui, c'est le propre du théâtre, et je crois que ce qu'on peut dire, c'est que c'est un metteur en scène qui fait confiance aux auteurs et qui a visité le répertoire européen dans toute sa variété. Du classicisme français à Shakespeare, de Molière à Ibsen. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a mis en valeur ce socle de l'identité européenne qui est le répertoire, mais pas un répertoire muséifié, mais un répertoire plastique, un répertoire qui est en quelque sorte un reflet de l'histoire de l'Europe, mais en même temps de notre temps. Je disais que peut-être le répertoire peut être défini comme un musée imaginaire de l'homme de théâtre européen, mais comme un musée imaginaire en mouvement, un musée imaginaire dont les contours sont à redéfinir régulièrement par rapport à l'Orient où le théâtre est un musée immuable, valorisé pour cette conservation parfaite, tandis que le répertoire occidental est un répertoire à variation, un répertoire fluide, un répertoire qu'on revisite pour faire le lien, et justement je crois que ce qui est le plus séduisant est dans le spectacle de Célie et de Stéphane, pour faire le lien entre deux durées, la durée ancienne du texte et l'immédiateté du présent. Je crois aussi que peut-être on pourra parler que le répertoire permet aux metteurs en scène de se situer au carrefour de l'ancien et du moderne, et que je crois que le carrefour est la position la plus riche, mais qu'en même temps, le répertoire permet aux metteurs en scène une revisitation autobiographique, si on peut dire. Strehler disait j'ai fait une première fois la Cerisée, je la refais maintenant pour la faire mieux et pour répondre à mon propre changement. Donc, en me préparant un peu pour la rencontre, j'ai lu par hasard un article sur une essayiste américaine, Viviane Gornick, qui a écrit un essai qui s'appelle Les Inépuisables. Je l'ai lu et elle, en tant que lectrice, parle justement du plaisir de la relecture. Et il dit « J'espère vivre assez longtemps pour relire à nouveau ce livre ». Donc, dans la rencontre que fait tout metteur en scène avec un texte, il y a ce plaisir de retrouvailles et en même temps de découvertes. À quoi ça correspond un choix, disons, de ces textes représentatifs du répertoire que vous avez monté? Est-ce que c'est lié aussi à la distribution? Moi, j'ai posé une fois la question à Peter Brook pour comment il a eu l'idée de monter le Roi Lear avec un Roi Lear
qui avait 45 ans, et il m'a répondu d'une manière très concrète et très belle, parce que Paul Scofield, mon acteur préféré, avait 45 ans. Donc, comment s'articule pour vous ces motivations à la fois artistiques et artisanales dans le choix des textes que vous montez? Célie, peut-être. Alors, le choix des œuvres, oui, c'est souvent des chemins, en fait. C'est souvent comme des sortes de dialogues souterrains entre des auteurs, en fait, qui se répondent à l'intérieur de soi. Enfin, moi, je sais que ça a souvent été ça. Avec parfois des rencontres étonnantes. Par exemple, c'est Marguerite Duras qui m'a fait redécouvrir Racine. Voilà, et puis à travers Bérénice, en effet, Antoine et Cléopâtre, d'une certaine manière, donc Shakespeare est arrivé presque comme une sorte de diptyque, enfin, c'est peut-être un peu fort comme ça, mais une sorte de prolongement, au fond, de cette question, notamment... voilà des rapports aussi que le répertoire européen peut entretenir avec d'autres parties du monde. Oui. Et donc, là, il y a peut-être pour compliquer un peu la question, quels sont les textes que vous choisissez, donc, au nom de quoi, à un moment donné, où il y a une logique interne, et est-ce qu'il y a des textes que vous dites, je ne peux pas monter ce texte, ça ne m'intéresse pas, je ne touche pas à ça, parce que j'ai l'impression que chaque metteur en scène a un champ privilégié dans le répertoire. Donc voilà, amour et désamour, voilà, ma question c'est amour et désamour du répertoire. Oui, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de textes que je ne monterai jamais. Alors, il y a des auteurs vers lesquels je ne vais pas. Parfois, je me dis, faut quand même que j'aille voir. Alors, par exemple, j'ai jamais monté Marivaux. Peut-être qu'un jour, ça arrivera, mais j'ai l'impression que le jour est encore loin. En revanche, voilà, j'ai monté... Enfin, dans mes choix de répertoire, pour revenir sur la première question, c'est souvent une rencontre avec un auteur, et après, j'essaye d'explorer le répertoire de l'auteur. C'est-à-dire que, par exemple, pour Ibsen, j'ai monté 6 ou 7 pièces d'Ibsen, c'est-à-dire qu'une pièce me donne envie d'en monter une autre. Donc, c'est un dialogue vraiment dans la durée. J'ai commencé avec Ibsen en 96, avec Peer Gynt. Puis après, il y a eu Les Revenants, il y a eu Brandt, Le Canard Sauvage. Non, Le Canard Sauvage, c'était l'avant-dernier. Maison de poupée, Ross Mersum, Le Canard Sauvage et Le Constructeur Solness. Donc c'est comme un auteur qui tout d'un coup se met à m'accompagner, en fait. Molière, voilà, j'ai commencé avec Misanthrope, ensuite Tartuffe. Tchekhov aussi. Tchekhov aussi. Et souvent, on voit que c'est pas concentré sur... voilà, c'est pas pendant 3 ans, je monte Tchekhov. J'ai besoin de retraverser d'autres choses et d'autres écritures et d'autres auteurs pour revenir à cet auteur. Donc le dialogue avec un auteur s'enrichit aussi du dialogue qu'on a avec les autres. Alors je suis absolument d'accord avec toi que le choix des acteurs ou l'envie de travailler avec tel et tel acteur peut déclencher un projet. Il y a aussi des pièces qui dorment en vous depuis toujours, en fait. Donc je sais pas. Voilà, c'est là, en fait, on les lit. Il y a des pièces, pratiquement, je les relis tous les ans ou tous les 2 ans, ou à chaque fois que je me demande ce que je vais faire le prochain coup, ben je relis telle et telle pièce, et puis je me dis, est-ce que le moment est venu? Est-ce que le moment est venu parce que les acteurs sont là, ou est-ce que le moment est venu parce que qu'à un moment, parce que ce qui compte aussi, c'est enfin, la mise en scène, c'est aussi une forme de travail d'écriture. Donc il faut pouvoir écrire avec les mots d'un autre.
Et parfois, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne phase. On a envie de faire un théâtre pas trop bavard, alors on va aller vers tel ou tel auteur, ou au contraire, on se dit là c'est bien, ça parle. Donc voilà, ça c'est ce genre de choses. Et puis bien évidemment, il y a la question de la pertinence dans un contexte donné, dans le présent. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup je monte l'école des femmes, ça s'inscrit dans un moment qui est le moment de l'explosion de la parole des femmes par rapport aux violences qu'elles peuvent subir. Alors, comment dire, je l'ai pas choisi à cause de ça, parce que j'avais fait le choix avant, mais il faut croire que c'était une chose qui était dans l'air, en fait. Et pour moi, c'est important d'utiliser les textes du répertoire pour m'adresser à mes contemporains, aux spectateurs d'aujourd'hui. Et donc, il y a des pièces que j'adore. Je me dis, mais là, je ne sais pas ce que ça raconterait aujourd'hui. Par exemple, j'ai monté Iphigénie de Racine au début de la saison. Je l'ai monté en pensant que c'était une pièce qui pouvait nous évoquer la crise dans laquelle on était, puisque Iphigénie est une pièce qui parle d'un monde à l'arrêt. Tout d'un coup, les vents qui devaient conduire l'armée grecque vers Troie se sont arrêtés, et tout s'arrête. Donc on est dans une société à l'arrêt, comme on a été l'année dernière pendant le confinement. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, et si on racontait Iphigénie dans ce contexte, alors que cette pièce que j'aime particulièrement, enfin c'est une des pièces de Racine que je préfère, j'avais déjà pensé à la monter en 1994, et que je ne l'ai pas fait à ce moment-là, parce que j'avais envie de travailler sur cette écriture, mais je ne savais pas comment faire le lien avec ce qu'on vivait à ce moment-là, et j'avais renoncé à ce projet. Donc j'ai attendu plus de 25 ans pour la monter. Donc il faut être patient dans ces choix de répertoire. Et par rapport à ce que tu disais, c'est que le répertoire renvoie à des valeurs sûres du théâtre occidental, mais comment on établit une relation, disons, organique avec ce que tu citais tout à l'heure, que j'appelle moi l'esprit du temps. Parce que prendre une œuvre du répertoire telle qu'elle, c'est intéressant, mais c'est simplement un geste culturel. Je pense que le geste vivant est plus puissant quand il y a une jonction entre ce qui est transmis et le Zeitgeist, l'esprit du temps. C'est pas la mode, mais c'est l'esprit du temps, quelque chose qui se trouve autour de nous et qu'on retrouve en quelque sorte concentré dans un texte. Est-ce que ça intervient dans vos choix? En principe, tu disais oui, non? Oui, complètement. Bien sûr, d'une manière à la fois, je sais pas, oui, en effet, poreuse, absolument, à ce qu'on vit, et en même temps, comment ça travaille à l'intérieur. Mais c'est vrai, par exemple, qu'Antoine et Cléopâtre, là, il y a quelque chose qui me semblait intéressant vraiment de refaire, en fait, aujourd'hui, cette espèce de chemin quand même extrêmement chaotique, extrêmement fou, extrêmement passionnel, mais néanmoins cette sorte de rêve amoureux et politique, en fait, qu'ils entreprennent tous les deux à travers cette manière de penser que ces deux mondes, Rome, Alexandrie, l'Orient, l'Occident, vont pouvoir d'une certaine manière réinventer une géopolitique différente. Et oui, je trouvais que je suis pas sûre que c'était forcément le premier le premier souci de Shakespeare, mais que ça
quelque part, ça nous repose cette question de se dire que si au fond ils avaient gagné la bataille d'Actium contre César, peut-être que le monde aujourd'hui serait pas tout à fait le même. Enfin voilà, de pouvoir refaire cette histoire dans le monde qu'on vit bien sûr aujourd'hui. Voilà, ça traverse, bien sûr que ça traverse, ouais. Et les textes, Stéphane, tu traduis souvent les textes que tu mets en scène. Antoine Vitesse, tu as été à l'école, moi j'étais autour de lui, comme ça, insistait beaucoup sur le travail sur la langue, et sur la nécessité, dans la mesure du possible, de traduire les textes qu'on monte. Tu as besoin d'une langue qui passe par toi plutôt qu'une langue de traducteur, disons. Alors, d'abord, je pense, comme devait le penser aussi Antoine, c'est que, en fait, les traductions, ça vieillit plus vite que les textes. Oui. Les textes, ils sont datés, donc ils sont ancrés dans une date d'écriture, hein, mais les traductions, oui. elles viennent plus tard, et le fait qu'elles viennent plus tard, elles vieillissent plus vite. Et donc il faut les faire et les refaire. J'ai pas toujours travaillé. Il y a d'abord des langues que je traduis, et puis des auteurs que je traduis, et puis il y a des auteurs que je ne traduis pas. Par exemple, j'ai monté, comme je l'ai dit, beaucoup de pièces d'Ibsen. J'ai jamais traduit moi une pièce d'Ibsen. J'en serais pas du tout capable. Donc c'est pas juste avoir les mots qui sont les miens. C'est avoir des mots nouveaux qui permettent, parce qu'en fait le travail de la traduction, qu'on le fasse soi-même ou qu'on le fasse avec un collaborateur, un traducteur, oui, professionnel, c'est que ça va nous permettre de relire avec une acuité particulière chaque texte. Quand je travaillais sur Ibsen avec Éloi Recoing, on s'interrogeait sur chaque mot. Il y a cette phrase d'Antoine qui disait « traduire, c'est déjà mettre en scène ». Et c'est déjà mettre en scène. Et donc il y a toujours des moments où il y a des choix de mots, des choix même parfois de sens qui vont nous ouvrir un champ d'interprétation et une nouveauté, en fait. On est toujours à la recherche il faut qu'on ait l'ambition toujours d'apporter un œil neuf, une lecture nouvelle. Ça arrive pas toujours, et puis je veux dire, on fait pas que des bons spectacles, mais en tout cas il y a toujours cette ambition, hein, il y a cette ambition. Et puis en fait j'avais commencé, le premier texte que j'avais traduit c'était Wojciech de Büchner, parce que bon, c'était court, je parle, une langue un peu... Voilà, et puis je parle bien allemand, et donc c'était assez évident, et c'était venu comme ça. Et après, pendant très longtemps, j'ai pas osé retraduire moi-même, et je m'y suis vraiment remis pour La jungle des villes de Brecht. Il existait, c'est une pièce très difficile, mais vraiment très difficile, très touffue, très obscure par moments. Et je lisais les traductions qui existaient, et en fait, je n'arrivais pas à comprendre la pièce. Je n'arrivais pas à certains moments, je ne comprenais pas ce qui était dit. Et puis, c'était parfois assez contradictoire d'une version à l'autre. Donc, je me suis dit, je n'allais même pas penser encore à la traduire moi-même. J'ai été regarder en allemand comment c'était. Puis je me suis dit, peut-être que si on le faisait vraiment à nouveau, moi, ça m'éclaircirait la pièce. Donc, en fait, le travail de traduction, c'est aussi pour moi un premier travail d'éclaircissement et un travail d'approfondissement, de rentrer dans le texte. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je peux le faire, parce que c'est une langue que je parle suffisamment, j'aime le faire. Après, c'est aussi un plaisir, un plaisir. Bon, Vitesse disait aussi que la mise en scène, c'était... Oui, c'est déjà mettre en scène. Voilà, la mise en scène, la traduction, tout ça, c'est un art de l'interprétation, finalement. Donc, je dirais que une nouvelle traduction, que ce soit moi ou pas qui la fasse,
toujours déjà une première étape du travail de mise en scène. Peut-être on peut rebondir sur ce que disait Georges et sur la référence que vous faites tous les deux à vitesse, mais en allant au-delà, c'est qu'il me semble que dans le musée imaginaire, enfin, ce que j'aimerais savoir, si s'inscrit non seulement un répertoire au sens de texte, mais aussi un répertoire de spectacles qui seraient des spectacles référents ou en tout cas pas forcément des références à suivre, mais qui feraient partie de la construction de votre propre imaginaire et du coup qui reviennent peut-être en partie inconsciemment au moment où montant Tartuffe ou montant Antoine et Cléopâtre, on se dit tiens, ah oui, j'avais vu ça et comment c'était dans telle autre mise en scène, non pas pour l'imiter, mais pour éventuellement s'en distinguer. Est-ce qu'on peut dire que vous avez des spectacles qui font partie de votre imaginaire, de votre musée imaginaire du théâtre? Ou pas? Oui. Moi, je suis en train de réfléchir, mais je crois que j'avais quasiment jamais vu vraiment de mise en scène, en tout cas marquante, de texte que j'ai monté. Non, mais c'est quand même intéressant au fond. Enfin, ou alors que j'ai vu en vidéo, parce que voilà, Gruber évidemment. Enfin, mais dans le sillon de la recherche, mais pour Bérénice notamment. Mais donc, je me suis jamais frottée, je dirais directement en fait, à cet exercice soit de l'hommage ou de la citation ou de la dialectique d'un geste de mise en scène à un autre au fond. Par contre, bien sûr que, et là, de ce point de vue-là, en effet, enfin, je suis totalement empreinte de cette de cette richesse incroyable du théâtre européen, notamment. Peut-être l'exemple le plus marquant pour moi, c'est la découverte des spectacles de Lupa. Ça, c'est vrai, ouais, vraiment, qui a été... j'ai jamais travaillé avec lui, mais en tant que spectatrice, c'est vrai que ça a été un apport considérable, mais aussi sur la question du répertoire, c'est-à-dire c'est presque par Lupa que j'ai l'impression d'avoir vraiment compris quelque chose à Thomas Bernhard, qui était un auteur qui me fascinait depuis très longtemps, et d'une certaine manière, voilà, j'ai eu l'impression de prolonger vraiment, enfin d'aller au bout d'un geste de lecture sur un auteur grâce à un metteur en scène, en fait, qui en donne une clé, quoi, enfin. Et voilà, c'est la première. Il y en a beaucoup d'autres, hein, bien sûr, mais oui, ça rejoint une chose qui est importante pour nous dans ces débats, c'est que ce qui caractérise peut-être le théâtre européen par rapport au théâtre oriental, c'est que on est dans un processus de réécriture, de réinterprétation, et non pas de répétition du même... ou de conservation. Voilà, ou de conservation. Donc, effectivement, voir un spectacle interprété par un metteur en scène dans une esthétique n'est pas là pour être un référent à copier, mais pour un stimulant, peut-être, pour aller vers son répertoire ou pour mieux comprendre ou comprendre autrement son texte. Moi, je trouve intéressant ce que disait, c'est que le fait que parfois on découvre un auteur, parce qu'il n'y a pas, il faut pas imaginer le répertoire comme une masse amorphe où on peut s'enfoncer, mais qu'on découvre parfois, on réactive le répertoire grâce à un metteur en scène. Par exemple, ce que vous disiez à propos de Lupa, c'est vrai que moi, je ne suis pas très Thomas Bernhard, mais progressivement, j'ai vu des spectacles de Lupa, j'ai vu Le Neveu de Wittgenstein, et j'ai vu surtout à la colline Heldenplatz, qui était pour moi un chef-d'œuvre. Donc tout d'un coup, c'est une œuvre qui est découverte pas par la lecture, mais par la scène.
Et quand, au début de Stéphane, moi, je n'avais pas lu à ce moment-là Horvat. Mais au fond, la passion que j'ai pour Horvat vient de la scène et pas de la bibliothèque, disons. Je pense que le rôle des metteurs en scène, c'est aussi ça, de réactiver ou d'investir des auteurs qui sont moins connus, et la question à propos de le répertoire et la biographie. Est-ce que, Stéphane, tu as monté La Cerisée quand tu étais très jeune, tu n'as pas envie de reprendre? Alors, nous, pas un exemple, c'est La Cerisée, mais... c'est compliqué, en fait. C'est compliqué parce que c'est vrai que... Alors, La Cerisée, je l'ai montée... donc c'était en 92, donc j'avais pas 30 ans. À l'époque, je me souviens, on disait pour monter Tchekhov, faut quand même avoir une sacrée expérience, une maturité, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Il y a toute une mythologie autour de Tchekhov. Une espèce de c'est sacré, c'est la direction d'acteur, faut de la maturité, etc. Et moi, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait être jeune pour monter cette pièce-là. Et que c'était en étant jeune que je pouvais aussi renouveler un peu la lecture de cette pièce-là. Mais à l'inverse, j'ai attendu donc La Cerisée 92, pratiquement 30 ans pour monter Oncle Vanya, qui était une pièce que j'adorais aussi, mais celle-là, je ne la sentais pas comme une pièce que je pouvais monter jeune. Il fallait autre chose, une autre histoire. Donc, évidemment, c'est lié à la biographie et aux énergies qu'on sent. Le Canard sauvage, c'est la première pièce d'Ibsen que j'ai lue quand j'étais étudiant. J'avais adoré cette pièce. J'ai mis 30 ans à la mettre en scène. En revanche, j'avais commencé par Peer Gynt, qui est considéré comme la pièce impossible, mais il fallait une énergie de jeune homme, enfin, pour pouvoir arriver à monter tout ça. Alors, et puis, encore une fois, ça s'inscrit dans des moments donnés. Pour revenir sur votre question, c'est vrai que moi, j'ai une pratique de spectateur depuis que j'étais étudiant, enfin, même un petit peu avant, mais et j'ai vu beaucoup de spectacles. Il y a beaucoup de spectacles que j'ai adorés. Et alors, à l'inverse de Célie, moi, j'ai adoré La Cerisée de Ephros, par exemple, de Ephros, oui, moi aussi, que j'avais vu à l'Odéon. Et qui était une cerisée alors à l'époque il n'y avait pas de surtitrage, hein, donc on venait, on relisait la pièce avant, et puis on se laissait porter par le spectacle. C'était pas tant l'esthétique qui m'avait, enfin l'esthétique visuelle qui m'avait plu que l'énergie de jeu. C'est-à-dire que jusque-là, moi, j'avais vu que des Tchekhov un peu lents, un peu alanguis, etc. Et tout d'un coup, il y avait une énergie, une vitalité dans une pièce où justement, enfin, le décor lui-même, il y avait un petit bout de cimetière. Donc on avait vraiment la mort qui était là au milieu, mais il y avait cette vitalité autour de la mort qui était incroyable. Et je pense que c'est ce spectacle-là qui m'a donné envie de monter La Cerisée. D'accord, ouais. J'ai aussi vu l'Amphitryon de Gruber, par exemple. C'était extraordinaire, ce spectacle. Après, j'ai voulu monter Amphitryon de Gruber, de Kleist, parce que j'ai vu l'Amphitryon de Gruber. Après, j'ai pas aussi bien fait que lui. Il a été beaucoup plus fort que moi sur ce coup-là. Voilà, le Peer Gynt. J'ai pas vu le spectacle de Chéreau en vrai, mais j'ai vu la vidéo. Mais moi, souvent, des grands spectacles avec des grands textes, ça m'a plutôt donné envie de m'y atteler aussi. Après, comme tu disais, Georges, je crois que enfin nous, comme metteurs en scène, metteuses en scène, il est évidemment important que, à la fois, on puisse de temps en temps aller voir du côté des chefs-d'œuvre. La Cerisée, Peer Gynt, une espèce de grandes pièces, et puis d'aller voir vers des répertoires moins connus, moins fréquentés. C'est aussi agréable parce que évidemment
on est toujours attendu au tournant quand on monte une œuvre phare, hein. Et c'est toujours parfois agréable d'aller défricher des territoires peu connus. Enfin, je me souviens quand j'ai monté le premier spectacle que j'ai fait à l'Odéon d'ailleurs en 95, c'était Franziska de Wedekind. Oui. Bon, beaucoup de gens connaissaient Loulou, mais très très peu de gens connaissaient cette pièce-là. Donc c'était j'avais vraiment l'impression de découvrir un bateau enfoui au fond de la mer et de le faire ressortir. Et puis évidemment, il y a aussi la question des auteurs contemporains, parce qu'on est quand même, on a aussi une responsabilité à monter des œuvres contemporaines. Mais pour moi, il faut que les œuvres contemporaines, elles soient aussi fortes que les œuvres du répertoire. Enfin, en tout cas, qu'elles aient, que je sente qu'elles vont. Parce que quand on est face à une grande pièce, on s'ennuie jamais à la répéter. C'est tous les jours on découvre quelque chose. Tous les jours on peut ajouter une couche de travail. Et c'est parfois avec voilà, il faut que les textes contemporains nous donnent la même richesse, puisque nous sommes des interprètes. Il faut qu'on ait le sentiment que l'interprétation est infinie en fait. Célie, vous diriez la même chose sur le texte contemporain? Ça se choisit différemment du texte classique. Comment on fait son choix justement parce que là, on dirait qu'on n'a pas la garantie qu'on est dans le répertoire. On le constitue le répertoire à ce moment-là. Mm-hmm. Dans vos expériences, vous avez. Moi, je sais que ça m'est rarement arrivé, à vrai dire, de monter un auteur vivant, mais quand même une fois, vraiment. Et c'était d'ailleurs une découverte qu'on avait faite au Théâtre de la Colline en comité de lecture, pièce de Sarah Berthiaume, une jeune autrice québécoise. Et oui, c'était... Enfin, je sais pas comment dire... ça s'est imposé, quoi, d'une manière très 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 aiguë, en fait. C'est un grand texte, en fait. Enfin, je sais pas si c'est un chef-d'œuvre qui passera les siècles, mais en tout cas, vraiment, enfin, à la fois la profondeur humaine et là aussi la mouvance de la géographie et la manière dont l'œuvre rencontrait l'époque vraiment profondément sur la question amérindienne notamment. Enfin, c'était voilà. Mais je sais pas. Voilà. Je sais pas comment. Je voudrais rajouter. C'est des. Ouais, vas-y, Stéphane. Pardon. Non, je t'en prie. Je réfléchis en même temps. Vas-y. Moi, dans mon rapport au contemporain, en fait, c'est un peu le même type de rapport que j'ai avec les autres auteurs, enfin, sauf que je peux discuter avec eux et que c'est quand même très agréable de pouvoir leur demander mais là, t'as voulu dire quoi? Mais c'est aussi un rapport avec un auteur. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai monté relativement peu de contemporains jusqu'à ma rencontre avec Arne Ligre, qui est un auteur norvégien qui est un petit peu plus jeune que moi, mais qui écrit depuis une vingtaine d'années. Et je ne sais pas si je crois que quand j'ai lu la première pièce d'Arne Ligre, j'ai pas encore pensé cette pièce, je peux la monter. C'est en lisant 4-5 pièces de lui que j'ai découvert l'auteur. En fait, et parfois, et à partir du moment où j'ai découvert l'auteur, j'ai eu envie de tout monter. Et aujourd'hui, voilà, s'il écrit une nouvelle pièce, pratiquement, je la monte. Enfin, en tout cas, si ça peut s'inscrire dans le programme du théâtre dans lequel je travaille. C'est-à-dire que là aussi, c'est un dialogue avec une écriture. Moi, je pense qu'en fait, quand on est metteur en scène, on monte pas qu'une pièce d'un auteur. On monte on monte un paysage. On monte
on monte un univers en fait. Donc c'est un univers thématique, un univers biographique, c'est un univers d'écriture. Et quand on met le pied dedans, enfin moi, voilà, je monte une pièce de Ligue, j'ai envie déjà de monter la suivante en fait. J'ai pas envie de m'arrêter. Et ça c'est important en fait. Donc voilà, en fait, dire qu'on monte une pièce, c'est toujours réducteur. C'est vraiment toujours réducteur. C'est sans doute pour ça que voilà, j'ai monté plusieurs Pirandello et que je retourne à Pirandello et que je continue l'exploration et le dialogue avec les auteurs. Les auteurs sont presque plus importants que les pièces. Les pièces, c'est les supports pour être en dialogue avec les auteurs. Dans le sens, oui. Et une chose qui, à propos du répertoire, bien entendu, mais en faisant, quelle est la place qu'occupe le répertoire dans la politique ou dans de programmation de quelqu'un qui dirige l'Odéon, quelqu'un qui dirige le Centre dramatique de Besançon? Est-ce qu'il y a une priorité accordée au répertoire? Est-ce qu'il y a une logique dans les programmes qui privilégient le répertoire ou finalement le programme se fait en fonction des envies, des désirs des invités? Bon, écoute, je te laisserai finir la question du théâtre de l'Europe, n'est-ce pas? Mais non, sincèrement, je ne peux pas dire que ce soit une priorité. Le répertoire, enfin, je ne sais pas ce que vous entendez par répertoire, le grand répertoire classique. Le grand répertoire, non, mais parce que, enfin, je pense qu'une programmation de théâtre aujourd'hui, elle est connectée avec le théâtre qui s'invente. Et la place du répertoire, en tout cas en tant que théâtre de texte monté par un ou une metteuse en scène avec une distribution, enfin voilà, comment dire, voilà, ce sont des gestes pas rares, mais assez minoritaires en fait. Donc ça serait en décalage, je pense, de prioriser que des démarches comme celle-ci aujourd'hui. Donc, mais par contre, oui. Enfin, il n'empêche que c'est quand même important pour moi, oui, bien sûr, que chaque saison. Une ou deux grandes pièces du répertoire soient là. Mais je dirais que au-delà voilà, du modèle comme ça de monter des grands textes, je trouve que le répertoire en fait est présent de beaucoup de manières, hein, à travers le théâtre contemporain, à travers des gestes d'auteurs, d'autrices contemporaines, des démarches plus subjectives, plus créatrices, même plus documentaires. Enfin, souvent le répertoire ou en tout cas les textes, les auteurs peuvent être aussi présents. Ce socle-là, enfin ce grand socle, je dirais. Il est parfois présent dans des gestes, je sais pas, sous forme de particules, sous forme où, je sais pas, comme Muller disait par exemple quand il fait quartet avec les liaisons dangereuses. Enfin, il avale pour en faire autre chose et je sais pas, je pense bien sûr à Thiago Rodriguez que vous avez reçu récemment. Enfin, la manière dont Thiago Rodriguez vraiment fait sien, enfin je pense à Sopro, un spectacle comme ça, à quel point Racine, Tchekhov sont là comme des poumons, enfin même si les pièces sont pas dans leur intégralité ou différemment. Je pense par exemple au travail de Séverine Chavrier sur quand elle monte, alors Bernard, c'est pas le grand répertoire, mais enfin quand même très grand auteur, encore une fois, bon bref, mais quand elle fait Nous sommes repus et pas repentis, et comment, enfin là aussi comment les œuvres peuvent être à la fois extrêmement présentes, même quand elles sont dynamitées, et peut-être même réinventées, enfin je sais pas comment dire, et comment ce dialogue peut se poursuivre vraiment d'une manière je trouve parfois très profonde dans des gestes qui peuvent apparaître soit destructeurs, soit citationnels, enfin, voilà.
J'étais très intrigué par un des spectacles qu'on n'a pas vu de cette saison, mais j'espère qu'on le verra, qui s'appelle Poquelin 2, si je me trompe pas, c'est ça, le TG Stan 100 par an de Molière, qui était programmé au CDN à Besançon, et donc qui est un mélange, si je comprends bien, de 2 pièces de Molière. Et là, je trouve que c'est très. Alors là, pour le coup, on est dans le répertoire, on va dire le plus répertoire, et avec une troupe qui risque de le dynamiter. Ça m'a beaucoup intrigué de voir ça. J'imagine que ça vous a aussi. Malheureusement, on l'a pas encore vu. Voilà. Mais c'est imminent. Normalement, on arrive à le reporter en juillet. En juillet prochain. Oui. Donc il faut aller à Besançon en juillet. Au mois de juillet, ouais. Oui, la programmation va se prolonger jusqu'au 15 juillet. Ouais. D'accord. Donc, la question que je posais, c'est aussi dans la logique d'une programmation de théâtre comme ça. Est-ce que le fait d'avoir, est-ce que vous considérez que c'est important d'avoir ces balises un peu de la mémoire du théâtre, ou ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on peut traiter une pièce ancienne dans une perspective très moderne, bien entendu. Mais est-ce que pour les scolaires, c'est la question. Est-ce que le répertoire est la poutre maîtresse, que les gens viennent, sont avec les profs, et c'est une sorte de leçon d'histoire du théâtre en acte. Est-ce que vous pensez à cet aspect de la programmation théâtrale? Oui, je pense que c'est nécessaire que les grands théâtres, enfin les théâtres publics continuent de montrer les auteurs que les enfants apprennent à l'école. Enfin, rien de mieux pour comprendre une pièce de Molière que de la voir avant de la lire. C'est dur à lire. Oui. Moi, je me souviens quand ma fille étudiait l'illusion comique. Et que j'avais pas lu ça depuis très longtemps. J'ai été lire. C'est d'une difficulté, la langue de Corneille dans l'illusion comique. Je m'y suis repris, mais vers à vers pendant des heures pour essayer de comprendre ce qui était dit. Alors que quand on voit l'illusion comique de Strehler, ça passe un peu plus comme une lettre à la poste. Donc évidemment, moi je trouve que c'est très important que les grands classiques qu'on étudie, Molière, Shakespeare, mais aussi qu'on puisse aussi revisiter les pièces grecques. C'est quand même les pièces grecques qui sont la matrice du théâtre européen. Donc c'est aussi important qu'on puisse les voir, les retraverser, à la fois par les thématiques qu'elles nous posent. Je me souviens m'être dit finalement. Moi, je suis plutôt un metteur en scène qui s'intéresse aux questions, je dirais, existentielles. Donc, plus qu'aux questions strictement politiques ou sociales, c'est plutôt les questions existentielles qui m'intéressent. Et de m'être dit, alors, quand je montais Ajax de Sophocle ou Prométhée, de me dire, finalement, les Grecs, ils posent des questions existentielles. Prométhée, est-ce que c'est mieux de savoir qu'on va mourir ou mieux de ne pas le savoir? Ça, c'est une question qui m'intéresse. Est-ce que c'est mieux de vivre en le sachant ou sans le savoir? Puisque Prométhée, il donne le feu aux hommes et ce faisant, en fait, il leur donne la conscience de la mortalité. Voilà, c'est des grandes questions existentielles, et donc je trouve que c'est intéressant de voir d'où ça vient. Après, quand on fait une programmation aujourd'hui, je dirais que le rapport au répertoire lui-même, je pense que c'est lié aux artistes. C'est-à-dire que on peut pas dire qu'on va faire un répertoire au sens culturel. Chaque artiste a son répertoire, et nous, on va faire un répertoire d'artistes. C'est-à-dire que on va plutôt comme de même que moi j'explore un auteur de spectacle en spectacle, de texte en texte. J'aime bien qu'à l'Odéon, on puisse retrouver plusieurs fois Célie Poth ou Caroline Guillet-Nguyen ou Julien Gosselin ou Sylvain Creusevaux. C'est-à-dire pouvoir suivre
un artiste à travers son répertoire. Mais c'est plutôt les artistes qui vont être, pour moi, le critère de choix. Et ce que je veux construire comme répertoire du théâtre, c'est plutôt un répertoire d'artistes. Et puis, comme le disait Célie à juste titre, aujourd'hui, la plus grande majorité des spectacles sont des spectacles qui ne sont plus faits comme nous les faisons, c'est-à-dire on prend un texte et puis on l'interprète. On est beaucoup plus dans une logique d'écriture de plateau qui peut s'appuyer ou non sur un texte préexistant, mais où on a des metteurs en scène qui se positionnent plus de manière individuelle ou collective comme eux-mêmes des auteurs. Donc aujourd'hui, il faut donner une grande place à ça parce que c'est une tendance dominante et du coup ça corrobore encore aussi l'idée d'un répertoire d'artistes. Pardon, juste, est-ce que ça change quelque chose d'avoir au fronton de son théâtre au théâtre de l'Europe ou pas? Alors d'abord c'est une mission, c'est-à-dire que on a bien sûr à programmer et à avoir beaucoup de spectacles en Europe. On a programmé, la mission telle que moi je me la donne, c'est à la fois de pouvoir présenter régulièrement des grands noms du théâtre européen. Donc on a beaucoup présenté Lupa ou Ostermayer ou Warlikowski. Et en même temps, on doit aussi regarder les nouveaux artistes. Et on s'est beaucoup attelé avec le programmateur Didier Juillard à présenter des spectacles de jeunes metteurs en scène européens. Je pense à ces trois sœurs de Kouliabine, qui était un spectacle magnifique. Je pense à Simon Stone, je pense à Alexander Zeldin, qui est notre nouvel artiste associé, qui est un jeune auteur, metteur en scène britannique. Et je pense aussi à des artistes qui ne sont pas forcément tout jeunes, mais qui sont atypiques, comme Daria De Florian et Antonio Tagliarini. Donc on essaye d'ouvrir et moi, ma culture théâtrale, je l'ai faite à l'Odéon. C'est-à-dire, j'ai vu tellement de spectacles européens à l'Odéon. Et je peux dire que souvent, les spectacles que j'ai vus en langue étrangère m'ont plus marqué que... C'est pas parce qu'ils étaient mieux que ceux des artistes français, c'est que simplement ils me décalaient, ils me projetaient dans une autre façon de faire, dans une autre tradition de jeu, dans d'autres esthétiques. Et je trouve que ça m'a énormément nourri, énormément influencé. De même que quand j'ai fait beaucoup de spectacles à l'étranger, avec des acteurs étrangers, ça m'a aussi nourri. Quand je suis revenu pour travailler, j'ai changé parfois ma façon de travailler avec les acteurs français, après être revenu d'avoir travaillé avec des Allemands, des Italiens ou des Russes. Je crois que c'est fondamental, en fait. Donc, quand Georges disait je suis à ma bonne place, c'est aussi ce que je ressens. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression qu'on a besoin de faire tomber toutes ces frontières pour se laisser contaminer. J'emploie le mot malgré la présence d'un virus pas très sympathique en ce moment, mais par le théâtre dans sa variété, dans sa diversité. Alors bien sûr, Théâtre de l'Europe, aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on doit être concentré sur l'Europe. Je crois aussi qu'on a aussi besoin du rapport avec l'Orient, avec l'Amérique du Sud, avec l'Afrique. On ne peut plus penser... européocentré. Il faut que le théâtre de l'Europe il se réinvente aussi avec des pratiques qui viennent de beaucoup plus loin. Et en tout cas, cette saison où on ne peut pas jouer, c'était une saison qu'on avait repensée à cause de la crise du Covid. Et on avait pratiquement fait disparaître tous les spectacles européens parce qu'on savait qu'on ne pourrait pas les jouer et que c'était trop compliqué. Donc j'attends bien sûr la réouverture des lieux, mais j'attends aussi de pouvoir faire revenir des artistes européens. Je crois que c'est vraiment une mission. Il y a une
forme de spectacle tout à fait européenne, uniquement européenne, c'est l'opéra. Donc, je ne sais pas si Célie, vous avez mis en scène des opéras. Une fois, oui. Mais... et Stéphane, tu en as mis beaucoup. Quelle est la relation d'un metteur en scène avec ces opéras qui sont presque plus figés, en quelque sorte, du point de vue mémoriel, que le texte du répertoire? Comment l'injection du contemporain s'opère pour toi? Parce que moi, ce que j'ai aimé dans ce que j'ai vu de toi, de Yenoufa, Fidelio, ce sont des spectacles qui ne sont pas résolument modernes ou agressivement modernes. Donc, je te pose la question, comment tu gères ce rapport entre une forme réputée ancienne et, disons, les quêtes d'un metteur en scène moderne? Alors, pour le coup, les maisons d'opéra fonctionnent vraiment avec l'idée du répertoire. Donc, on va en général, enfin, souvent dans les maisons d'opéra, on choisit de présenter telle et telle œuvre. Alors, il y a des œuvres très connues, des œuvres un peu moins connues, parfois rarement un opéra contemporain, et puis ensuite on va chercher les metteurs en scène. Donc on est vraiment dans cette logique du répertoire culturel dans lequel le metteur en scène va apporter son geste d'interprétation ou de renouvellement. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que moi quand je monte un opéra, je vais aller regarder beaucoup de mise en scène. On a les DVD, etc. Je sens que c'est quand même nécessaire de comprendre si ma porte d'entrée, est-ce qu'elle a déjà été explorée? Enfin, je veux dire, je trouve aussi que c'est presque une responsabilité de se dire, bon, c'est quand même des budgets importants. On n'est pas là pour refaire la même chose que ce qui a déjà été fait. Sinon, oui. Voilà, c'est presque une responsabilité éthique. Donc je vais aller voir beaucoup de spectacles. Après, c'est pas tellement différent pour moi d'une pièce de théâtre. Bien sûr, ça va être plus compliqué de se dire, voilà, je sais pas, le Canard sauvage, quand je l'ai mis en scène, j'ai complètement reconstruit, coupé le premier acte que je trouvais plus faible théâtralement. Et donc, j'ai voulu faire une sorte de compression du premier acte. Je peux pas faire ça à l'opéra. Je veux dire, il y a des morceaux parfois qu'on peut couper, des choses qui ont été ajoutées après coup dans une œuvre. On peut jouer avec quelques versions d'une partition, mais on n'a pas le loisir d'adapter. Hein. Donc ça, c'est un truc. On a moins cette possibilité. Donc, on va chercher. Souvent, quand j'écoute une œuvre, bon, je me dis, bon, bah ça, j'ai quand même pas mal de contraintes. Où est-ce que je peux trouver de la liberté? Par exemple, et parfois la liberté, elle vient dans l'écoute d'un petit interlude musical où tout d'un coup il n'y a pas de scène, c'est une introduction musicale. Donc je cherche l'endroit où je vais pouvoir glisser mon regard sur l'œuvre sans être bloqué par les conventions du genre. Ça, il faut arriver à sortir des conventions du genre. Tu parlais de Yenoufa. C'est un chef-d'œuvre. Le tout début, il y a toute petite introduction musicale, mais cette petite introduction musicale où il y a un ostinato comme ça qui évoque en fait, qui m'a tout de suite évoqué la roue du moulin. Ça se passe dans une famille de meuniers, hein. Et du coup j'ai entendu ce son et je me suis dit il faut qu'il y ait une roue de moulin qui sorte du sol. Et en fait ça a créé le
le spectacle, en fait. Donc il faut simplement, il faut se laisser inspirer par la musique. C'est fondamental. Parce que si on se laisse trop prendre par le livret, souvent, on va être coincé dans les conventions. C'est la musique qui vous donne la liberté. Alors, malheureusement, on sent que la conversation pourrait durer, mais on va bientôt toucher à la fin de notre débat. Peut-être un mot, Célis, justement sur la question de la programmation. Alors, ce n'est pas le centre dramatique de Besançon n'a pas dans ses missions l'Europe, mais j'imagine que cette ouverture à des artistes qui sont pas simplement des artistes français, mais des artistes qui viennent de partout, elle vous préoccupe aussi. Voilà, de quelle place vous leur faites dans votre programmation? Est-ce que c'est une chose importante que d'avoir des artistes qui viennent d'ailleurs? Est-ce que c'est le hasard des rencontres et des choix artistiques qui font qu'il y a cette diversité? Oui, le répertoire, plutôt les artistes ou européens ont fait un grand travail pour pouvoir accueillir vraiment ces diversités de formes qui nous constituent tellement. Mais je sais pas, nous on a fait aussi vraiment un très gros travail sur le Moyen-Orient et notamment sur l'Irak, où pendant c'est peut-être ça qui m'importe le plus au fond, je crois, de raconter aussi par rapport à la question de l'Europe, en fait, c'est-à-dire ce que tu disais aussi, Stéphane, sur cette question de l'européocentrisme, c'est-à-dire comment notre regard, même sur notre propre répertoire, en fait, peut être profondément déplacé, profondément réinterrogé en fonction de l'endroit d'où on le regarde, en fait, moi, peut-être l'une des expériences qui a été vraiment fondamentale pour moi, c'est que le seul auteur grec que j'ai approché, c'est Échille avec l'Orestie. Et en confiant en fait un geste assez fou quasiment de double mise en scène à un auteur, à un metteur en scène, auteur aussi d'ailleurs irakien, qui s'appelle Haytham Abderrazak, et avec qui on a bâti pendant presque 4 ans une aventure complètement folle autour de l'Orestie, entre donc une troupe irakienne, une troupe française, entre des résidences à Bagdad, à Besançon, au Mans, au théâtre du Radeau aussi, qui nous avait beaucoup accompagnés. Et c'était pour moi, donc ça a été, parce que j'en parle, vous me parlez aussi du répertoire, ça a été un moment important au CDN qui a donné lieu notamment à tout un focus autour du jeune théâtre irakien qui existe bel et bien, envers et contre tout. Et c'était en fait quand on m'a proposé au départ cette aventure de cette rencontre avec Haytham Abderrazak, c'est moi qui ai proposé l'Orestie, auquel je pense que d'une certaine manière j'aurais peut-être jamais osé m'affronter seule. Et en fait cette pensée comme ça du sorte vraiment d'œuvre socle absolue du répertoire européen, comme si j'avais un immense besoin de la partager là vraiment des deux bouts de la Méditerranée, en tout cas de comment est-ce que au fond Échille, oui, sans doute pouvait raconter évidemment tout aussi bien la naissance d'Athènes que l'Irak d'aujourd'hui, et ça a été une aventure à la fois inaboutie, parce que c'était un geste, j'en parle parce que comme personne quasiment l'a vu, c'est toujours plus intéressant aussi de raconter des choses qu'on ne verra pas, non? Et c'était, parce que c'était assez incroyable pour moi de voir aussi justement comment Haytham Abderrazak s'emparait de cette histoire, et comment,
par rapport à ce que vous disiez, Georges, de la plasticité extraordinaire que sont ces très très grandes œuvres, ces chefs-d'œuvre. Et c'est vrai que par exemple, vraiment quand toute la fin des Euménides, la manière vraiment dont pour Aïssem, il y avait quelque chose comme Apollon et Athéna devenaient vraiment sorte de chefs religieux qui, d'une certaine manière, prenaient le pouvoir par l'usurpation d'un processus démocratique, en fait. Mais c'était complètement fou, en fait, quelque part. Enfin, fou, non, mais parce que justement, mais je veux dire, jamais j'aurais pu, d'une certaine manière, j'aurais pu, penser une telle dramaturgie enfin voilà, je trouvais que c'était enfin pour moi ça a été un geste assez fondateur en fait, je dois dire, et aussi sur les questions que nous posent justement ces regards partagés. Oui, sur un répertoire qui évidemment nous constitue, mais pas que nous du tout, en fait. Merci beaucoup pour cette conclusion. Moi, je voudrais une minute dire une chose. Alors, une minute, comme c'est la dernière, on t'accorde une minute. Parce que j'ai relu il y a peu de temps une phrase de Reinhard Müller. Reinhard Müller disait « Moi, j'ai besoin des figures de l'Antiquité, de Médée, de Prométhée, pour construire la modernité. » Et je trouve que c'est une très belle formule comme ça pour désigner le rôle du répertoire. À partir des bases du répertoire, on peut construire la modernité. Le répertoire n'est pas un lieu de conservation archéologique. Le répertoire est quelque chose de vivant, de mouvant, et comme disait Stéphane aussi, le répertoire renvoie aux Grecs dont nous sommes les héritiers, et les déclinaisons auxquelles nous assistons, la preuve, les textes extraordinaires de Reinhard Müller attestent la possibilité de conjuguer deux durées, le passé très ancien avec le présent immédiat. Et j'aimerais conclure par la phrase qui a inspiré cette série, la phrase de Pasolini: nous ne sommes pas nombreux, mais nous venons d'Athènes. Et je trouve que c'est une phrase extrêmement belle et encourageante pour les petites minorités que nous représentons. Merci beaucoup. Merci à toi, Georges. Merci à vous, Célie et Stéphane. Merci à vous tous qui nous avez suivis pendant ces 4 rencontres que nous espérons intéressantes pour vous et que vous pouvez retrouver sur le site de la BNF pendant un certain nombre de mois si vous avez loupé des rendez-vous que vous avez envie de regarder. Merci à tous. Bonne soirée. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.